Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de l'excellente Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, samedi dernier, le 12 avril à Oman, des émissaires américains et iraniens se sont retrouvés pour entamer des négociations sur le programme nucléaire iranien. Alors on sait que Trump avait retiré son pays d'un premier accord nucléaire, le JCPOA. Le JCPOA, vous nous rappelez ce que ça veut dire ? Oui, c'est le Joint Comprehensive Plan of Action. C'était un accord qui avait été négocié par l'administration Obama et dont Trump était sorti quand il était arrivé pour la première fois à la Maison-Blanche. On sait aussi que Trump est très proche du gouvernement israélien qui, lui, est fermement opposé à tout dialogue constructif avec Téhéran. Alors, ce qu'on voudrait comprendre, c'est pourquoi, dans ce contexte, des négociations ont démarré. Quel est l'objectif recherché par les Iraniens et par les Américains ? Commençons par Trump. Il veut obtenir un accord, un deal avec l'Iran, d'abord pour démontrer ses capacités de négociateur, dont il est très fier depuis toujours, et aussi, The art of the deal. Exactement, mais aussi pour empêcher une escalade militaire entre Israël et l'Iran, une perspective qui produirait un embrasement vraiment énorme dans toute la région du Moyen-Orient. En réalité, la guerre Israël-Iran, c'est une épée de Damoclès depuis des années dans la région. Et Trump veut vraiment freiner cette possibilité. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier lors de la rencontre des émissaires américains et des émissaires iraniens ? C'était une rencontre bilatérale, donc États-Unis-Iran, en territoire neutre à Oman, vous l'avez dit. Le ministre omanais des Affaires étrangères a fait la navette pendant toute la journée entre les deux délégations. Et à la fin de la journée, les deux chefs de ces délégations, donc américaines et iraniennes, se sont croisés et se sont serrés la main. Bon, on va dire que c'est significatif et ça l'est en termes diplomatiques. Mais dites-nous un petit peu qui se serrait la main ? Côté iranien, c'était Abbas Araghchi, qui est le ministre des Affaires étrangères. Et côté américain, on avait Steve Witkoff, un magnat de l'immobilier totalement inexpérimenté en termes de diplomatie et en termes d'armement nucléaire, de technologie missile, de prolifération, etc. Mais Steve Witkoff a la confiance du président Trump, alors même, je le rappelle au passage, que le secrétaire d'État Marco Rubio n'est pas impliqué pour l'instant dans ces négociations avec l'Iran. On va juste souhaiter à Witkoff d'avoir beaucoup d'énergie parce que, avec ce peu de bagages, il est quand même en charge aujourd'hui des négociations entre l'Ukraine et la Russie, entre Israël et le Hamas, et maintenant, donc, avec l'Iran. He's got his plate full, comme on dit aux États-Unis. Il a son assiette pleine, ou bien remplie. Mais pour mieux comprendre les circonstances de ce redémarrage, faites-nous le rappel de l'état des relations entre Iran et États-Unis. Oui, alors les relations entre ces deux pays sont notoirement mauvaises, très mauvaises, depuis la révolution de 1979 en Iran et la prise d'otages à l'ambassade des États-Unis à Téhéran, qui avait contribué à la défaite de Carter en 1980. Les otages, il y en avait une cinquantaine, ils sont quand même restés plus d'un an, de novembre 79 à janvier 81, retenus en otage. Ils ont été libérés dès l'arrivée de Reagan à la Maison-Blanche. Depuis le début des années 80, donc, l'Iran est un paria dans toute la région et notamment face à Israël et à l'Arabie Saoudite. Téhéran soutient les forces chiites, que ce soit les Houthis au Yémen contre l'Arabie Saoudite, le Hezbollah au Liban contre Israël. L'Iran soutient aussi des forces non chiites, le Hamas, qui est sunnite, et là, c'est dans les territoires palestiniens. On a vu ce que ça donnait le 7 octobre 2023. Et puis, à côté de ça, l'Iran avance aussi sur la voie de l'arme nucléaire. Et depuis des années, Israël, qui craint une attaque iranienne, voudrait pouvoir frapper et détruire ces installations nucléaires en Iran. Mais pour ce faire, Israël a besoin des États-Unis à la fois pour un soutien militaire et pour un soutien diplomatique. Un soutien militaire, vraiment ? Israël n'a pas les moyens d'aller frapper l'Iran ? Si, bien sûr, ils ont de quoi faire des frappes assez dévastatrices, mais ce qu'ils veulent, c'est frapper en profondeur des installations nucléaires qu'ils pensent être enterrées. Et pour ça, il faut des bombes de niveau très avancé que, à l'heure actuelle, seuls les États-Unis ont et pourraient leur vendre ou leur donner. Oui, alors donc plutôt que de procéder à des frappes comme le voulait Israël, il y a eu ce premier accord dont on parlait en introduction, le JCPOA, un accord sur le nucléaire qui a été signé en 2015. Oui, l'idée de cet accord a été initiée par les diplomates européens au départ. Il a ensuite été poursuivi sous la fin de George W. Bush et surtout pendant les mandats d'Obama. C'est une négociation assez large parce qu'il y avait les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Il y avait également l'Allemagne et l'Union européenne en tant que médiatrice et puis évidemment face à eux, l'Iran. Cet accord, vous l'avez dit, a été signé en 2015, mais
À l'arrivée de Trump au pouvoir, par rancœur contre Obama et sous la pression évidente de Benjamin Netanyahou, qui était complètement opposé au JCPOA, Trump a retiré les États-Unis de cet accord en 2018. Et on peut vraiment dire aujourd'hui qu'il s'agissait d'une énorme erreur stratégique parce que, après 2018, les Iraniens ont repris leurs avancées dans le nucléaire militaire. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, l'Iran a aujourd'hui assez d'uranium enrichi pour fabriquer 6 bombes. Les agences de renseignement estiment que le stock d'uranium iranien aujourd'hui est enrichi à hauteur de 60%. Il suffirait de quelques semaines pour qu'il le porte à 90% d'enrichissement, qui est le taux nécessaire pour fabriquer une bombe. Et oui, et si je peux me permettre, et je parle sous votre contrôle, le taux standard d'enrichissement de l'uranium pour un réacteur civil, pour de l'énergie nucléaire, c'est 5%, c'est ça ? Moins de 5%, en effet. On doit donc conclure que Trump a réalisé cette erreur qu'il a faite pendant son premier mandat, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il rouvre les négociations. Il faut souligner que, par ailleurs, il a toujours refusé, comme ses prédécesseurs, d'accéder aux demandes israéliennes de frappe sur l'Iran. Il ne voulait pas ouvrir un nouveau front. Et donc on en arrive aujourd'hui, en avril 2025. Alors on a bien compris quelles étaient les motivations de Trump. Il veut prouver ses qualités de négociateur et empêcher une escalade avec Israël. Mais du côté iranien, quels sont les objectifs ? L'Iran est très mal en point du point de vue économique à cause des sanctions très très lourdes, parce que ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que lorsque Trump a retiré les États-Unis du JCPOA en 2018, il a également à ce moment-là porté un nouveau train de sanctions extrêmement lourd. Qui plus est, l'Iran a vu son influence très affaiblie dans la région depuis le 7 octobre 2023 parce que les frappes d'Israël ont affaibli le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza. Les dirigeants iraniens sont enfin très inquiets des menaces de frappes militaires exprimées par Trump. Ce dirigeant, qui est quand même extrêmement imprévisible, les inquiète. Et donc, pour répondre à votre question, l'Iran, dans ses négociations, veut obtenir une levée des sanctions économiques et un deal durable pour assurer les équilibres régionaux autour d'eux. Je voudrais préciser que c'est sans doute pour ça que les Iraniens n'ont pas été très proactifs pour renégocier un accord nucléaire pendant le mandat de Biden avec les démocrates, parce qu'ils se sont dit, avec une certaine sagesse, qu'un président républicain suivant pourrait défaire le deal, comme ce que Trump avait fait en 2018. Ils ont attendu que Trump revienne pour accepter les négociations. Oui, mais vous dites par ailleurs que les Iraniens sont inquiets des menaces de Trump. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Trump, sur cette affaire ? Il a appelé à ces négociations, mais il a menacé de passer à une étape militaire, c'est-à-dire des frappes sur le territoire iranien, si les négociations n'avançaient pas, si les négociateurs iraniens n'étaient pas suffisamment souples. Depuis son investiture, il faut aussi dire qu'il a fait venir dans la région 2 porte-avions, des bombardiers furtifs B-2, des avions de chasse en grand nombre et des systèmes de défense aérienne. Donc il y a une sorte d'armement préemptif qui est très menaçant pour l'Iran. En même temps, c'est là toute l'ambiguïté. Il rappelle aussi qu'il n'a pas du tout envie d'ouvrir ce fameux nouveau front au Moyen-Orient. Ambiguïté et imprévisibilité sont vraiment les 2 piliers de la diplomatie trumpienne, pour autant qu'on puisse les identifier. Mais est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vont porter les discussions exactement entre Iran et US sur cette affaire ? Oui, elles vont porter uniquement sur le nucléaire militaire, c'est-à-dire la réduction des capacités d'enrichissement de l'uranium par l'Iran et un contrôle des activités nucléaires iraniennes par des équipes étrangères. Trump veut qu'à l'issue du deal, on soit vraiment sûr que l'Iran ne pourra pas construire de bombes. Mais attention, ce que je vous décris là, c'est une ambition qui est vraiment très réduite par rapport à ce que voulaient les durs de l'administration Trump et les Israéliens. Ces gens-là, à l'inverse de Trump, veulent un démantèlement de toute la filière nucléaire civile et militaire de l'Iran, un abandon des programmes de missiles et ensuite un abandon du soutien de l'Iran aux milices chiites et sunnites dans la région, celles dont on parlait tout à l'heure. Le Hamas et le Hezbollah. Exactement, et les Houthis aussi. Tous ces faucons ne sont donc pas très contents, et d'ailleurs, lorsque Trump a annoncé l'ouverture du dialogue avec l'Iran il y a quelques semaines, il était avec Benjamin Netanyahou dans le bureau ovale, et le Premier ministre israélien avait l'air vraiment assez mécontent. Les commentateurs ont dit qu'il y avait là un puissant signal de la part de Trump pour montrer qu'il n'était pas du tout dans la main de Netanyahou, ce qu'on peut par ailleurs parfois lui reprocher. Donc ce que vous nous dites, c'est que samedi, la prise de contact s'est bien passée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Eh bien, la suite des négociations est prévue. Ça se passera ce week-end, 19-20 avril, peut-être à Rome, peut-être à Oman, c'est pas encore fixé. Mais là, ce qu'on sait, c'est que les vraies discussions vont commencer. Elles seront techniques, elles seront complexes et surtout, elles seront certainement sapées par les opposants à ce dialogue, qui sont nombreux aux États-Unis, en Israël, mais aussi en Iran. On peut en tout cas penser que les Iraniens vont tenter de faire durer les choses. D'abord parce que tant que les négociations ont lieu, il n'y aura pas de frappe israélienne. En tout cas, on peut l'espérer. Et puis ensuite, alors là, c'est un peu technique. Ils vont certainement chercher à passer la date du 18 octobre 2025, donc en octobre prochain, parce que ce jour-là, l'ONU perdra la possibilité de remettre en place des sanctions économiques supplémentaires, ce qu'on appelle des sanctions snapback, très faciles à mettre en place. Ça, c'est une disposition du JCPOA qui est encore en œuvre, mais donc qui s'arrête le 18 octobre prochain. D'accord, mais passons au worst case scénario, au scénario du pire. Est-ce que si les négociations échouent, les Israéliens pourraient passer à l'offensive sans l'aval des Américains ? Ça paraît difficile pour des questions de matériel et de soutien diplomatique, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai, Israël voit un Iran nucléaire comme une menace véritablement existentielle. Depuis plusieurs mois, Israël milite, alors non seulement pour pouvoir faire des frappes, mais à défaut, pour ce qu'on appelle le modèle libyen. Et là, ils font référence à un accord de 2003 qui a été passé avec Kadhafi à l'époque et qui prévoyait la destruction totale du programme nucléaire libyen, s'il y en avait un, en échange de la levée des sanctions. Kadhafi avait accepté, mais on sait que malgré ça, ça s'est pas très bien passé pour lui une dizaine d'années plus tard. Concrètement, je vous cite Benjamin Netanyahou, il dit ceci: le deal avec l'Iran ne sera acceptable que si les sites nucléaires sont détruits sous la supervision américaine. On peut penser que c'est tous les sites nucléaires, y compris le civil. Sinon, poursuit Netanyahou, l'option militaire sera le seul choix. Ce qu'il faut comprendre à la fin, c'est qu'on est face à une situation extrêmement complexe avec 3 acteurs. On a l'Iran qui essaye de se sortir d'une passe économique très difficile, tout en essayant de sauvegarder son régime et une certaine dignité dans la région. Et puis en face, on a 2 acteurs, les États-Unis qui essayent d'avancer avec l'Iran tout en menaçant de frappe, et puis Israël qui essaye de maintenir sa relation très particulière avec les États-Unis, mais qui est beaucoup plus offensif dans sa rhétorique sur l'Iran. J'ai envie de citer Henri Laurence, qui est un grand professeur et qui disait à propos du Liban, donc pas très loin, « Si vous avez compris ce qui se passe, c'est qu'on vous l'a mal expliqué ». On va s'en tirer un peu mieux grâce à vous, Laurence. Mais pour conclure, est-ce que vous pensez qu'il y a une véritable chance pour que ces négociations aboutissent ? Oui, Trump semble décidé à les réussir, ces négociations, pour les raisons qu'on a citées, mais aussi parce qu'il veut pouvoir régler ce problème avec l'Iran pour passer aux autres dossiers régionaux qui lui tiennent particulièrement à cœur. D'une part, il veut reprendre les efforts de normalisation entre Israël et Arabie Saoudite, les accords d'Abraham, qu'il avait déjà essayé de mettre en place pendant son premier mandat, et puis, last but not least, le développement de deals juteux avec les pays du Golfe. Ah, The Art of the Deal, Trump y revient encore et toujours. Merci Laurence, j'espère traduire le sentiment général de nos auditeurs en vous disant que c'était très clair et que ça mérite bien une petite pause que nous ferons la semaine prochaine avant de nous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode de New Deal. Merci Romain, à très bientôt. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.